Mesdames, Messieurs, la radiodiffusion française présente aujourd'hui l'avant-propos d'un cours que Madame Simone donnera chaque semaine sur l'art du comédien à partir du 16 mars, mise en onde de Georges Godbert. Madame Simone vous parle. Ceci est un avant-propos à des causeries sur l'art du comédien. Voici 2 ans environ, la radiodiffusion française voulut bien me demander quelques causeries sur l'art du comédien. Malgré ce qu'un tel sujet représentait pour moi de proche et de séduisant, je ne me résolvais pas à l'aborder. Pourtant, aujourd'hui, je me décide. Pour quel motif? C'est qu'ayant repris depuis quelque temps la vie de société, j'ai été frappée de constater que dans presque tous les milieux, l'activité artistique à laquelle chacun paraît s'intéresser particulièrement, celle dont on discute le plus volontiers, est celle du spectacle. J'en ai cherché la raison. Sans nul doute, une soirée au théâtre représente en général une distraction plus facile, plus à la portée de tous que la contemplation d'une belle toile ou l'audition d'une symphonie. Une pièce jouée apporte un amusement plus concret, plus charnel. Mais comment se fait-il que, prudent, lorsqu'il s'agit de distribuer des éloges ou des blâmes aux musiciens et aux peintres, chacun se croit autorisé à asséner des avis formels lorsqu'il s'agit du jeu d'un comédien? Je me suis répondu que cette audace tient au fait que l'instrument dont se sert l'acteur est sans particularité ni mystère, puisque la nature l'a mis d'emblée à sa disposition en l'appelant à la vie, et que son truchement, la parole, appartient à tous. Cette faculté d'articuler des mots, des phrases, que le spectateur possède au même titre que le comédien, abolit chez lui non seulement la notion de distance et de différence, mais aussi celle de difficulté qu'éveille sans faute le maniement du pinceau ou de l'archet. C'est elle qui encourage le spectateur assis dans son fauteuil d'orchestre à juger sur un pied d'égalité l'artiste qu'il est venu applaudir. Il y a là une maldonne capitale. Le parler du comédien à la lumière de la rampe n'a qu'un bien lointain rapport avec celui du monsieur qui passe et représente, lorsqu'il atteint au grand art, une victoire équivalente à celle que remporte le peintre lorsqu'il fixe sur la toile le bouquet de fleurs qui s'épanouit devant lui. Mais avant d'analyser l'art du comédien, cherchons à définir la nature du don qui, soutenu par un haut métier, conduira à l'épanouissement de cet art. Ce don, non point suffisant, mais indispensable à tous ceux qui aspirent à triompher sur un théâtre, ce don mystérieux et quasi diabolique dont on comprend qu'il est allumé les colères de l'Église, est la possibilité d'identification totale à un personnage fictif. Le regret, l'oubli, l'aliénation de sa personnalité propre au bénéfice de celle que propose un auteur. Si vous considérez ce don en lui-même, ce don à l'état brut, c'est-à-dire dépouillé de ses moyens d'expression, il ne contient, semble-t-il, aucun élément de nature artistique et semble relever plutôt de la psychiatrie. D'ailleurs, je me rappelle qu'au temps où je travaillais avec mon maître Jeannet à la Salpêtrière, j'ai assisté de la part de nos malades hystériques à des changements de personnalité rigoureusement parfaits. Cette activité morbide pouvait-elle s'assimiler au don que je viens de définir? Certes non, tout au moins pas au sens où nous devons l'entendre ici. Car la personnalité dans laquelle nous voyons ces sujets se réfugier par orgueil, crainte ou dépravation était choisie par elle. Je dois avouer pourtant que quelques-unes, sous l'empire du sommeil hypnotique, parvenaient à s'identifier aux personnages que nous leur proposions. Mais cette obéissance ne supposait jamais qu'une manière d'être du corps et du visage, et fort peu de langage articulé accompagnait ces transformations imposées. Le rapprochement que je viens d'établir entre le don du comédien et l'activité de certaines névropathes me conduit à une définition qui, je crois, éclairera le mécanisme de ce don essentiel.
La voici. À l'instant où ce don s'exerce, celui qui en est la proie agit comme s'il était ensemble le sujet et l'hypnotiseur. Celui qui donne l'ordre de la dépersonnalisation et celui qui le reçoit et l'exécute. Or, quel est le moyen offert à l'acteur pour réussir ce miracle? Un texte, c'est-à-dire des mots, c'est-à-dire des sons articulés, en somme l'usage d'une faculté dont la nature a gratifié tout un chacun. C'est ici que le prodige de l'art intervient, car ces phrases fournies aux comédiens par l'auteur et grâce auxquelles s'éveilleront en lui les images qui aideront à la transmutation désirée, ces phrases dont vous jugerez que d'abord elles le commandent, mais qu'ensuite elles le servent, devenant son appui, sa force, son soutien. Ces phrases sont le redoutable obstacle que seul un travail acharné et un métier savant lui permettront de franchir. Je vous surprends. Vous imaginez qu'il y a là un second paradoxe qui s'ajoute à celui de Diderot. Et pourtant, si vous voulez bien me suivre, vous allez vous rendre compte par vous-même à quel point cette affirmation déconcertante n'est que l'expression de la vérité. Demandez à n'importe qui autour de vous de jeter un cri de frayeur, un « Ah, mon Dieu !» arraché par l'épouvante. Je doute que vous rencontriez une seule personne qui n'en soit capable. En effet, ce texte est sommaire et la peur qu'il traduit un sentiment simple. Demandez maintenant à la même personne qui a si bien réussi cette « Ah, mon Dieu !» d'ajouter avec confusion, indiquant qu'un reste de crainte subsiste encore en elle. C'est absurde, je ne sais pas me dominer, rien me fait peur. Le résultat sera déjà beaucoup moins satisfaisant. Et si, poussant plus loin l'expérience, vous la priez de vous réciter quelques vers, ceux-ci par exemple. Je passais jusqu'aux lieux où l'on garde mon fils, puisqu'une fois le jour, vous souffrez que je vois le seul bien qui me reste, et d'Hector et de Troie. J'allais, Seigneur, pleurer un moment avec lui. Je ne l'ai point encore embrassé d'aujourd'hui. Cette fois, le résultat sera proprement déplorable. Votre cobaye aura perdu tout naturel, toute justesse, toute sincérité. L'obstacle que dresse devant lui ce texte en vers, il n'aura pu aucunement le vaincre. Et dites-vous que son embarras serait le même devant une prose savante, signée par Musset, Marivaux ou Henri Beck. Voilà pourquoi on peut improviser du soir au matin des étoiles cinématographiques et réussir des films dont les enfants ramassés par voie d'affiche deviennent les charmants protagonistes. Au cinéma, les répliques sont toujours courtes. Souvent, elles ne dépassent point en sérieux, profondeur ou développement le « Ah, mon Dieu !» que vous avez demandé à votre voisin ou voisine. L'action prime les recherches verbales ou psychologiques. Il n'est même point besoin du don d'identification que la nature octroie à chaque acteur digne de ce nom. Un beau visage qui prend bien la lumière suffit à créer une séduisante illusion. Des larmes de glycérine font le reste. Et nous savons d'ailleurs que lorsqu'il s'agit de donner vie à un personnage à 3 dimensions, les producteurs ne manquent point de s'adresser à un acteur de théâtre. Quelle est donc la discipline? À quoi celui qui se reconnaît doué du pouvoir de devenir un autre que lui-même doit s'astreindre pour renverser victorieusement l'obstacle que représente le texte? Cette discipline est celle que suppose l'acquisition d'un haut métier. Ce à quoi l'acteur doit parvenir, c'est une possession si étendue et parfaite de sa technique que le texte, apparu au débutant maladroit, tel un mur dressé entre lui et l'expression de son émotion, devient au contraire son tremplin. La voix doit avoir acquis une souplesse sans défaut. Le souffle doit être assez large et assez discipliné pour que les respirations restent toujours invisibles. L'articulation réclame elle aussi des exercices assidus analogues aux gammes des pianistes. Enfin, l'accentuation, qui est à la belle diction ce que les beaux caractères typographiques sont à l'impression d'un livre, réclame elle aussi une surveillance et des exercices constants. Voilà pour la trempe de l'outil. Reste la matière précieuse dont il sera le support. Cette matière précieuse, c'est la sensibilité de l'acteur, ou plutôt son imagination sensible. Je ne voudrais point discuter ici du mot sensibilité et du mot imagination, car je retomberai dans l'éternelle discussion qu'a soulevée et que soulève encore le paradoxe de Diderot.
Je vous demande donc, pour gagner du temps, d'agréer ce terme d'imagination sensible, car c'est bien elle qui fait naître chez l'acteur, à la lecture de son rôle, le personnage second dont il traduira ensuite l'existence en intonation, mimique et parole. Plus cette imagination sensible est riche, plus l'acteur est grand, car c'est elle qui dicte l'intonation, c'est-à-dire la manière dont le comédien interprétera son texte. Et plus le métier qu'aura acquis cet acteur sera sûr et souple, moins il y aura d'écart entre le sentiment qu'il a résolu d'exprimer et la façon dont il y parviendra. Autre question. Cette imagination sensible qui apparaît comme la richesse principale de l'acteur, la reçoit-il telle qu'elle une fois pour toutes, ou bien le travail peut-il l'enrichir? Là encore, nous nous trouvons en présence d'une faculté que la vie vécue et le travail peuvent sérieusement accroître. Lorsqu'on débute dans la carrière, le personnage à interpréter n'éveille d'abord en nous que les sentiments essentiels et nos intonations n'ont pour qualité que d'être justes lorsqu'elles parviennent à l'être. Il arrive pourtant que chez certains acteurs particulièrement favorisés par la nature, l'imagination, dès leurs jeunes années, est riche et l'intonation qu'elle commande pleine de subtilité. Il me souvient par exemple, au cours d'un gala à la Comédie-Française, de Gérard Philippe dans une scène de Fantasio. Cet acteur au don vraiment exceptionnel, d'ailleurs puissamment servi par un rôle qui se rapprochait très exactement de sa nature, réussit ce soir-là à donner du texte de Musset une interprétation d'une richesse singulière. C'est que si la première condition pour bien jouer la comédie est de jouer juste, pour la jouer supérieurement, il faut dépasser ce point et jouer nombreux. Je m'explique. Il est fort rare qu'un personnage ne soit habité que par un seul sentiment. Et plus l'œuvre est belle, plus le texte porte dans chacune de ses répliques des sentiments divers. Prenons par exemple ce même Fantasio, qu'exprime-t-il au premier acte? Tout ensemble l'ennui, la mélancolie, le cynisme, le regret, la moquerie et l'amusement de s'enchanter soi-même grâce à ce miracle qu'on appelle poésie. Si l'acteur ne traduit qu'un de ses sentiments, voyez le tort qu'il fait à l'auteur, voyez combien il reste en deçà de sa tâche. Si au contraire il parvient à exprimer les nuances que je viens d'énumérer, le miracle se produit et Fantasio existe réellement devant vous. Concevez maintenant la puissance d'imagination sensible que suppose l'éveil instantané de ces divers états d'âme et la virtuosité à acquérir afin de pouvoir les traduire à l'instant où le texte les fait éprouver à l'acteur. J'ajouterai que si la première marque de grandeur est la complexité de l'intonation, il y en a une autre qui mérite de prendre rang au-dessus d'elle, et c'est l'inattendu de cette intonation. Pour être véritablement précieux et beau, l'accent doit non seulement contenter le spectateur, mais le surprendre. Et en cela, l'art du comédien ne fait qu'obéir aux règles qui gouvernent tous les autres arts. Mais peut-être croyez-vous que cette inspiration est capricieuse et que telle inflexion réussie le lundi nous échappe le mardi ou le mercredi. Certains comédiens vous diront peut-être que oui. Eh bien, tant pis pour eux. Et je me permets de vous assurer du contraire. Si l'on prétend que mon affirmation vient de ce que j'appartiens soi-disant au clan des acteurs dont l'art est plus volontaire qu'instinctif, je m'abriterai derrière un illustre exemple, celui de Madame Réjeanne, dont maint critique s'accordait à considérer qu'elle était le type même de l'actrice obéissant à son instinct d'ailleurs servi par un art incomparable. Or, en 1917, j'acceptais de jouer dans l'Amazone d'Henri Bataille un rôle assez ingrat, uniquement pour avoir la bonne fortune de répéter aux côtés d'une artiste que je considérais comme la plus grande que portait la scène française à cette époque. Car c'est durant les répétitions que l'on mesure le plus parfaitement l'ampleur des possibilités d'un acteur et d'une actrice. Le nombre et la diversité des esquisses dénoncent sa richesse propre, et celle de Madame Réjeanne était véritablement incommensurable. Je l'ai vu proposer à son auteur 10, 15 interprétations différentes dans leurs nuances infinies du texte qui lui était confié. Mais lorsqu'elle s'était enfin arrêtée à l'une d'elles, on ne lui voyait plus y apporter la moindre variante. Au deuxième acte de la pièce en question, elle avait à trouver dans le portefeuille de son mari disparu à la guerre une lettre qui révélait l'amour de cet homme porté à une autre femme. Pendant les 50 répétitions de la pièce, j'ai été témoin de ce fait admirable.
3 ou 4 fois par jour, Madame Réjeanne recommençait le jeu de scène, réglant avec une minutie digne de plus grand respect l'ordre dans quoi sa main rencontrerait les pièces d'identité, d'abord les lettres insignifiantes, les médailles que contenait le portefeuille, avant que se présente à elle le papier décisif. Et chaque fois, le geste était miraculeusement pareil, sans que cette décision, cet ordre, ce gouvernement souverain empêcha ses larmes de jaillir chaque fois en abondance. J'eus le bonheur de jouer la pièce à côté d'elle plus de 100 fois. Jamais je n'ai observé la moindre modification dans sa mimique ou son intonation. Que ce superbe exemple apprenne aux jeunes comédiens qu'il ne faut point compter sur une inspiration subite pour atteindre à la grandeur, mais uniquement sur un travail assidu qui fortifiera et amplifiera les dons que leur accorda la nature. Je voudrais vous dire encore quelques mots visant l'importance du geste dans notre profession. Trop souvent, les acteurs se laissent aller à ce que j'appellerais le geste logique ou explicatif, qui leur paraît une manière ingénieuse de souligner leur intonation. Ce procédé correspond très exactement à une interprétation simple, je dirais même simpliste. Si, comme nous en avons le devoir, nous sommes avides d'une interprétation nombreuse, le geste nous y aidera dans la mesure même où il différera de l'intonation. Exemple. Ayant à traduire, mettons un sentiment audacieux chez un personnage qui ressent en même temps un reste de crainte obscure. Si le geste est craintif, il ajoute une nuance importante au sentiment exprimé par la parole et enrichit d'autant l'interprétation de l'acteur. Il me paraît difficile que la volonté ou la préméditation interviennent lorsque le comédien parvient à ce niveau. Mais si son imagination sensible est vive et foisonnante, ne pouvant exprimer entièrement par l'intonation la complexité des sentiments dont il est la proie, le geste contradictoire qui enrichira son jeu jaillira de lui-même, cependant que se contrôlant comme il convient, il en prendra conscience et au moment où il l'exécute pour la première fois, sera ensuite le répéter chaque jour. Si je vous ai entretenu de ces divers problèmes, c'est pour que vous entrevoyiez plus parfaitement les difficultés auxquelles se heurtent les jeunes comédiens engagés sur le chemin de l'art et de la virtuosité. Je me propose de les aider dans toute la mesure de mes moyens. Donc, à dater du 16 mars, j'entreprendrai chaque semaine à la radio un cours de 30 minutes. Je me propose de consacrer 5 leçons au rôle de la Parisienne, 5 leçons au rôle d'Andromaque, 5 leçons au rôle de Lorenzaccio, 5 au rôle de Valentin dans Il ne faut jurer de rien. Je prie les comédiens que cet enseignement pourrait intéresser de bien vouloir écrire à la radiodiffusion en donnant leur nom et leur adresse. S'ils veulent se présenter, non point sur leur nom véritable, mais sous un nom d'emprunt, libre à eux. Ils recevront une convocation pour un premier examen qui servira d'épreuve éliminatoire. Je ne peux en effet accepter que 2 postulants par pièce, le protagoniste et sa réplique. Je choisirai parmi les comédiens ceux déjà assez avancés dans le métier pour ne pas me contraindre à un cours élémentaire. Cette sélection établie, je me ferai une véritable joie de faciliter à mes jeunes camarades l'interprétation des 4 grands rôles que je viens d'énumérer. À bientôt donc pour un sérieux travail. Mesdames, Messieurs, la radiodiffusion française vous a présenté aujourd'hui l'avant-propos d'un cours que Madame Simone donnera chaque semaine sur l'art du comédien à partir du 16 mars. Mise en onde de Georges Godbert. À la suite de l'appel qui vient d'être lancé par Madame Simone, les jeunes comédiens et comédiennes candidats au rôle d'Andromaque, de Lorenzaccio, de Valentin et la Parisienne sont invités à adresser leur demande avant le jeudi 8 mars à midi à l'adresse suivante: Radiodiffusion française, émission L'art du comédien, 107 rue de Grenelle, Paris 7e. Ils devront indiquer, outre leur nom et adresse,
leur pseudonyme éventuel, le rôle qu'ils souhaitent travailler, le nom du comédien appelé à leur donner la réplique, et quelle a été, jusqu'à ce jour, leur activité dramatique.